partir de 40 ans, il Mhm. faut être conscient qu'on n'aura plus la même libido qu'un jeune de 20 ans. Ok. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment de faire beaucoup d'exercices physiques, Mhm. de manger sain. Voilà, et voilà, ça va aller. Super. Bonjour ou bonsoir chez vous, bienvenue sur Voix d'influence. Dans cet épisode spécial, on va aborder le parcours de santé, surtout de santé masculine. J'ai le plaisir de recevoir Dr Gueux, qui est urologue. Et dans notre discussion, on aura le temps de parcourir tout ce qui est santé masculine, dysfonction et prévention aussi, de tout ce qui concerne la santé masculine et surtout l'urologie. Ok, docteur? Il n'y a pas de souci. Bonsoir D'accord. Henri, ravi d'être là ce soir. Ouais, super. Alors, moi, je commence toujours par le fait que les invités se présentent. Il n'y a pas de Je, souci. je vais demander comment tu te présentes aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc à l'état civil, c'est Dr Gueux Serge Arnaud, Mhm. âgé de 34 ans, titulaire d'un doctorat en médecine et inscrit en troisième année de spécialité urologie, andrologie, médecine sexuelle. D'accord. Actuellement en fonction au CHU de Treichville. D'accord. Ah, donc, après le doctorat, vous faites des Encore, années oui. encore? Pour le doctorat, on fait 5 ans pour la spécialisation. Il faut dire 5 que l'urologie est une discipline médico-chirurgicale. Donc c'est 5 ans. Après les 5 ans, on a bac plus 13, on va 2 ans de stage encore, appelé le DFMS. Donc en gros, c'est bac plus 15 de Attends, formation. ça fait... Énormément d'études, mais bon, c'est ça. C'est une discipline tellement vaste qu'il faut vraiment beaucoup de temps pour parcourir et explorer toutes les choses. Franchement, chapeau, hein. Merci. Tu as fait le lycée scientifique de Yamoussoukro, un établissement réputé pour sa rigueur. Tu as quel souvenir aujourd'hui Oh là là, de cette expérience? les dozos. Franchement, le lycée scientifique restera quelque chose d'unique. Quelque chose d'unique parce que ça permet de forger vraiment le caractère Mhm. et ça t'ouvre les voies pour une réussite dans les études. Ça te permet d'avoir une certaine discipline. Et franchement, je garde beaucoup de souvenirs. Je suis en contact avec tous mes amis du lycée scientifique Ouais. qui sont dans différents domaines. Donc, je crois que ça m'a vraiment aidé pour D'accord. mon parcours et pour mon cursus. Et on va dire aussi que ça a influencé ton parcours aujourd'hui. Oui, bien évidemment. Super, super. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à suivre la branche de la médecine? Bon, il faut dire que mon amour pour la médecine date de tout petit, hein. Déjà, quand j'étais petit, les parents me disaient que quand j'avais 2 ans, 3 ans, j'avais déjà ma trousse médicale et je soignais les parents. Donc, du coup, peut-être c'est une vocation. Super. Papa était ingénieur des travaux publics qui a fait l'INP. Il voulait que je rentre à l'INP. Mais après le doctorat, dès que j'ai postulé et que ça a pris, bon, c'était un choix. C'était une vocation. J'ai toujours voulu faire médecine. D'accord. Et pourquoi aujourd'hui la spécialité urologie? Ça, c'est une très longue histoire. Mhm. Faut dire qu'à la base, je ne devais pas faire uro. À la base, tout le monde se disait que j'allais faire cardiologie parce que j'ai des tantes et des parents qui sont vraiment bien imprégnés dans la cardiologie et ça devait être une suite logique. Mais j'ai eu la chance de croiser certaines personnes, notamment le professeur Babissiro, que je profite pour saluer, le professeur Baye Baïma aussi, qui m'ont vraiment aidé. Il faut dire que j'étais un jeune étudiant, ils m'ont pris dans leur service pour les cliniques. Et bon, l'amour de l'urologie est né de là. Voilà, j'étais au contact avec eux. Ils m'ont vraiment inculqué, ils m'ont vraiment donné l'amour de la chose. C'est grâce à eux aujourd'hui que je fais l'urologie. D'accord. Et moi j'ai envie de savoir, derrière la blouse blanche, qui est l'homme en fait en face de nous aujourd'hui? Beaucoup d'activités, énormément d'activités. Déjà, j'appartiens à la société ivoirienne d'urologie qui œuvre à vraiment sensibiliser, faire connaître les différentes maladies urologiques, notamment les maladies prostatiques. Donc je fais beaucoup d'activités sociales. On donne des conférences, on fait des dépistages gratuits, des séances de chirurgie humanitaire. Hormis la médecine, il faut dire que je suis aussi attaché à la philanthropie. J'appartiens à l'ONG Bienveillant en Afrique, qui est une organisation internationale qui s'occupe des vieilles personnes. Par exemple, l'an dernier, dans le mois de juillet 2024, j'étais à Boisflé, où j'ai animé plusieurs conférences, débats avec des personnes âgées. On a essayé de sensibiliser les personnes sur le cancer de la prostate. Donc vraiment, tout mon univers repose un peu sur ça. Super. Sur la médecine, l'urologie et de façon extravagante aussi, des activités vraiment philanthropiques.
Super, super. Et de ce pas, moi, j'ai envie de savoir, et surtout pour ceux qui nous suivent aussi, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'englobe la spécialité d'urologie? C'est quoi concrètement? D'accord, c'est une bonne question parce qu'il faut dire que beaucoup de personnes méconnaissent ces spécialités. D'abord, c'est 3 spécialités: urologie, andrologie, médecine sexuelle. Urologie vient de urine. Donc, l'urologie traite toutes les maladies ou toutes les pathologies de l'appareil urinaire qui sont subdivisées en 2 grandes parties. Le haut appareil urinaire qui va comporter le rein. Le rein a une double fonction. Le rôle du rein, c'est vraiment de prendre le sang, épurer le sang. La bonne partie refait partie le sang dans la circulation systémique et l'autre partie la sécréter sous forme d'urine. Donc l'urine, on peut dire que c'est le produit de tout ce qui est déchet du corps humain. Après avoir sécrété ces urines-là, le rein va transvaser ces urines dans ce qu'on appelle les urétères qui vont aller dans la vessie. Donc après, il y a le bas appareil urinaire qui va comporter la vessie et l'urètre. La vessie étant un réservoir qui va contenir l'urine. Donc l'urologiste est une discipline médico-chirurgicale qui va traiter toutes les anomalies chez la femme et chez l'homme liées à l'appareil urinaire, tant au rein, tant à la vessie et tant à ce qu'on appelle l'urètre. L'andrologie, par contre, c'est le versant masculin de la gynécologie. C'est une discipline qui va traiter toutes les pathologies liées à l'appareil génital masculin, c'est-à-dire le pénis, le testicule, par exemple les troubles de la fertilité, parce que maintenant on dit plus stérilité, non. La médecine moderne dit troubles de la fertilité, parce qu'on peut avoir des enfants et puis certains phénomènes font que à un instant T, on ne peut plus procréer, donc troubles de la fertilité. Donc l'andrologie va traiter toutes les maladies liées à l'appareil génital uniquement masculin. Les troubles de la fertilité, les dysfonctions érectiles, les troubles de la libido et certains cancers liés aux testicules. Et on a la médecine sexuelle qui est purement liée à la sexualité. Donc c'est une triple spécialité, mais par but de langage, on dit urologie. Ok. Donc souvent, l'urologie touche à tout ce qui est intime. Ouais. Et généralement, moi j'ai envie de savoir, est-ce que tu peux nous dire pourquoi souvent on consulte, surtout les hommes consultent un peu très tard? Vous avez bien dit, hein. Ou tu as bien dit, on va se tutoyer. Ouais. Voilà, c'est vraiment quelque chose de tabou. Il y a trop de désinformation. Les êtres humains, pour dire les hommes, tiennent vraiment, pour parler de façon vulgaire, à leur manchin, à leur appareil génital. Ouais. Donc il y a beaucoup de désinformations qui disent que quand tu vas chez un urologue, par exemple, après la prise en charge, tu n'as plus de libido. Tu n'as plus la capacité d'avoir des rapports sexuels. On se dit que lorsqu'on a des maladies prostatiques et qu'on est traité, après la vie sexuelle disparaît. C'est aberrant, en même temps c'est choquant de voir des personnes qui préfèrent mettre en avant leur libido que leur santé. Et il y a tellement de désinformations sur les réseaux sociaux disant que il y a certaines plantes, il y a la tradithérapie qui va soigner les maladies prostatiques, il y a la tradithérapie qui va soigner X et Y. Donc nous sommes confrontés à ça. Il faut dire que la politique de la Côte d'Ivoire privilégie la santé mère-enfant. On fait beaucoup de sensibilisation sur les maladies liées à la femme et à l'enfant. Mais pour l'homme, il n'y a pas trop de sensibilisation. Moi, dans le cadre des activités de la Société ivoirienne d'urologie, j'ai parcouru la Côte d'Ivoire. On était à Boaké, par exemple, en novembre. Après, on était à Guiglo. Quand tu fais des campagnes, lorsque tu échanges avec des personnes, elles ne savent même pas ce que c'est que l'urologie. Elles ne savent même pas qu'il y a des chirurgiens urologues qui existent, qui sont là pour prendre en charge toutes les maladies liées et à l'appareil génital et à l'appareil urinaire. Donc, en premier lieu, c'est la désinformation et c'est le fait que les gens ne savent pas que ces spécialités existent. Qu'il y a des spécialistes qui sont là pour traiter tous ces problèmes-là. Donc, c'est ce qui fait que les gens consultent un peu tardivement. Et dans tes consultations courantes ou fréquentes, est-ce que tu peux me dire les tabous les plus fréquents que tu rencontres, par exemple, on va dire chez tes patients? Donc, généralement, comme je vous ai dit, c'est 2 volets. C'est vraiment l'urologie et l'andrologie. Au niveau de l'urologie, par exemple, c'est le fait que les patients se disent qu'après la prise en charge chirurgicale des maladies prostatiques, on n'a plus de libido, on n'a plus de rapport sexuel. Du coup, c'est un peu délicat. Du coup, on rencontre des patients qui viennent, ou souvent qui viennent tardivement, mais lorsqu'on veut leur prodiguer des soins,
ils disparaissent. Parce qu'ils se disent que, ouais, bon, si on nous soigne, peut-être qu'on sera plus garçon. Voilà, c'est ça. Et dans un deuxième temps, c'est pas aussi facile de venir s'arrêter devant un être humain, surtout un jeune comme moi, pour lui dire, ah, docteur, je ne démarre pas bien. C'est souvent difficile, ce qui fait que les gens en souffrent. À partir de 40 ans, 70% de la population sont sujets à faire des troubles de l'érection. C'est physiologique. Ouais. Tant à l'âge, tant à certaines maladies cardiovasculaires, tant au surpoids, au mauvais cholestérol, c'est des choses qui touchent généralement à, comment dirais-je même, à la libido. Donc à un certain âge, c'est pas facile pour quelqu'un de venir s'arrêter pour dire, bon docteur, je ne démarre pas bien, docteur, j'ai des problèmes d'érection, docteur, vraiment ça va pas, mais docteur, j'ai des difficultés à uriner. Ou surtout, c'est vraiment les réseaux sociaux qui nous fatiguent. Hier, j'étais sur Facebook, j'ai vu des pages où il y a quelqu'un qui disait, lui, il a une plante qui soigne toutes les maladies prostatiques. J'ai mis dans ce commentaire, attention, dangereux, ce qu'il raconte, c'est pas correct. Si vous avez certaines maladies, il est préférable de consulter un spécialiste pour la prise en charge. Donc c'est vraiment les limites, ce qui nous fatigue un peu dans l'application de notre exercice. D'accord, super. On va aller directement sans détour. C'est quoi un dysfonctionnement érectile sur le plan médical, bien sûr? D'accord, c'est une très bonne question. La dysfonction érectile, c'est l'incapacité d'obtenir ou de maintenir une érection pour avoir un rapport sexuel satisfaisant. C'est-à-dire que quoi? Tu as une érection, mais tu as une incapacité de maintenir cette érection pendant un bon moment, ou tu n'arrives même pas à avoir d'érection. Il faut que cette dysfonction-là soit constante sur une période d'au moins 3 mois pour qu'on puisse dire que tu as une dysfonction érectile. La dysfonction érectile est à différencier dans ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Parce que les gens font l'amalgame souvent. La dysfonction érectile peut être soit mécanique ou psychogène. Alors que l'éjaculation précoce, c'est le fait d'avoir une éjaculation lorsqu'on a un coït, c'est-à-dire que la durée du coït dure moins d'1 minute et on a une éjaculation. Ça, généralement, c'est psychogène. Il y a ce qu'on appelle l'exercice du stop and go qui permet vraiment de contrôler ça. Alors que la dysfonction érectile, c'est vraiment une anomalie qui peut être soit mécanique, comme j'ai dit, ou qui peut être psychiatrique. Donc, pour les causes mécaniques, je ne sais pas, on va essayer d'énumérer. Par exemple, il y a la prise, il y a l'âge d'abord qui est un facteur, et il y a certaines maladies qu'on appelle les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire tout ce qui est lié au vaisseau sanguin. Donc, pour comprendre ça, il faut d'abord savoir ce que c'est que l'érection et comment ça se passe. Donc, l'érection est d'abord un phénomène vasculaire qui se fait en plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est d'abord le remplissage. Quand on dit vasculaire, c'est les vaisseaux, les artères et les veines. Donc, c'est vasculaire par les artères, les veines et aussi nerveux avec ce qu'on appelle le nerf hypogastrique qui va quitter au niveau de, comment dirais-je, du pubis, qui va redescendre au niveau du pénis. Si on a un désir sexuel, comment ça se manifeste? Il faut d'abord avoir une bonne production de testostérone. Ça, c'est la première des choses. La testostérone, c'est des hormones qu'on appelle des androgènes. C'est la testostérone qui fait que nous sommes des hommes, par exemple. Contrairement à l'estrogène qui est chez les femmes. Donc, première des choses, il faut avoir d'abord une bonne production de testostérone. Après ça, lorsqu'on a un désir sexuel, le cerveau, par le nerf hypogastrique qui va redescendre au niveau des nerfs caverneux, va nous dire que bon, le monsieur-ci veut avoir des rapports sexuels. Donc, il y a la phase de désir. Dès qu'il y a cette phase de désir, le sang va commencer, le sang qui vient dans les vaisseaux, qu'on appelle les artères caverneux. Il faut dire d'abord que, pour parler d'anatomie, le pénis contient ce qu'on appelle les corps érectiles. D'accord. Les corps spongieux et les corps caverneux. Donc, dans ces corps caverneux, il y aura beaucoup de vaisseaux. Donc, lorsqu'on veut avoir une érection, le sang va commencer à venir avec un haut débit. Donc, c'est la phase de remplissage. Après cette phase de remplissage, on a ce qu'on appelle la phase de tumescence. Pendant cette phase de tumescence, c'est un peu comme un mécanisme où on a une porte ici, il y a peut-être un courant d'eau qui rentre et qui sort de l'autre côté. Mais dans le cas de l'érection, on va se rendre compte que dès que le sang rentre, les deux volets, les deux portes sont fermées. Et le sang va circuler à un haut débit. Donc,
C'est cette pression artérielle qui va entraîner cette phase de tumescence ou d'érection. Et après l'éjaculation, on a un retour veineux qui va faire que le sang maintenant qui est concentré dans cette zone va disparaître. Okay. Donc, pour comprendre la dysfonction érectile, il faut d'abord comprendre ce mécanisme-là. Du coup, dès lors qu'on a certaines maladies comme l'hypertension artérielle ou le diabète, qui sont des maladies liées au vaisseau sanguin, il va souvent dire qu'il y aura une répercussion sur la bonne qualité de notre érection. Donc, l'une des causes des dysfonctions érectiles, c'est d'abord les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, le diabète, le mauvais cholestérol, ce genre de choses. Maintenant, ce n'est pas la seule cause. Ça, nous sommes dans les causes mécaniques. On a énuméré les causes majeures. Il y a les causes secondaires. On est jeune. Donc, c'est même vraiment... Je vais profiter de ce canal pour sensibiliser aussi la jeunesse. Il y a la consommation excessive de ce qu'on appelle les ATOT, les VODI, pour avoir, qui sont des Viagra ou des stimulants. Donc, la prise excessive de ces Viagra-là peut entraîner une maladie qu'on appelle le priapisme. Le priapisme, c'est quoi? C'est une érection permanente, douloureuse, en dehors de tout désir sexuel. C'est-à-dire que tu as tellement pris du Viagra, des ATOT, des VODI, des Guinness en désordre, que tu as une érection qui est là, spontanée, permanente, qui ne redescend pas. Et cette érection-là, lorsqu'elle est prolongée et qu'elle n'est pas vite prise en charge, vu que le sang, on a bien dit que le phénomène de l'érection dépend du sang. Donc, vu que le sang est coincé dans cette sphère, dans les corps caverneux qui ne peuvent pas partir, et on va avoir tendance à commencer à détruire ces corps caverneux, vu qu'il n'y a pas de retour veineux et l'érection est prolongée. Normalement, un coït n'a pas duré éternellement. Et lorsque ce coït dure éternellement, il y a un problème. Donc, avec cette destruction des corps caverneux, si le priapisme n'est pas vite pris en charge, il y a ce qu'on appelle une dysfonction érectile consécutive à ce priapisme. Donc, c'est le moment de sensibiliser la jeunesse, on dit, doucement avec les aphrodisiaques. Une autre raison qui peut entraîner une dysfonction érectile, c'est ce qu'on appelle les fractures des corps caverneux ou fractures du pénis. Oui, ça existe. Lors de ce qu'on appelle les faux pas du coït. Par exemple, tu es avec ton partenaire, tu es tellement violent que tu rates l'orifice et que tu tapes sur le pubis. Il y a une déchirure de ces corps caverneux. Et lorsque ces corps caverneux ne sont pas vite réparés, ils vont commencer aussi à se détruire et entraîner à long terme une dysfonction érectile. Donc, pour résumer, dans ces causes mécaniques, il y a d'abord l'âge, il y a l'obésité, il y a les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, le diabète. Il y a aussi ce qu'on appelle la maladie de l'apéronie, qui est une malformation congénitale où on a vraiment le pénis qui est tellement courbé pour ne pas avoir d'érection. Et l'autre cause, c'est vraiment le volet psychogène, la charge sociale. Lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on travaille beaucoup, on n'aura pas une bonne qualité d'érection. Donc ça, c'est le volet psychogène qu'on peut régler. Ok, super. Est-ce qu'il y a un âge moyen où ce problème intervient? Dans les cas de dysfonction érectile, comme j'ai dit, ça peut survenir chez les jeunes lorsque, par exemple, on a des cas de priapisme ou de rupture des corps caverneux ou fracture du pénis qui ne sont pas bien traités. Sinon, de façon évolutive, c'est généralement après 40 ans. Okay. Des dernières études menées par l'OMS ont montré que 70% des personnes âgées de 40 ans sont sujets à faire des dysfonctions érectiles. Tant à cause du mauvais cholestérol, à cause des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, comme le diabète. Donc, à cet âge, dès qu'on ressent une baisse de cette libido-là, il faut commencer à venir consulter. Immédiatement. On peut avoir aussi certaines personnes qui prennent des médicaments comme des antidépresseurs, comme des anti-androgéniques pour des gens qui ont des maladies cancéreuses au niveau de la prostate, qui jouent aussi directement sur la testostérone, qui va être une cause de cette dysfonction érectile. D'accord. Quelles sont les solutions disponibles aujourd'hui, concrètement? Il y a énormément de solutions. Donc, la première des choses, lorsque on remarque une dysfonction érectile, c'est de prendre rendez-vous avec un chirurgien urologue qui va vous faire une consultation, qui va essayer de déterminer quel est l'élément causal. Si, dans l'espèce, en tout cas pour ma petite expérience personnelle, quand je fais des consultations, on se rend compte que c'est vraiment le volet fatigue et psychologique. Pour prendre à titre d'exemple, il y a un jeune enseignant de 35 ans que j'ai reçu en consultation. Il dit « Ah, docteur, moi j'ai des problèmes de dysfonction érectile. »
quand j'ai des rapports sexuels avec ma partenaire, n'est jamais satisfait. Donc, après avoir échangé avec ce monsieur, je lui ai fait comprendre qu'il n'a aucun problème mécanique. Le problème vient de sa tête. Il s'est mis le blocage que sa femme veut qu'il dure. Donc, cette pression déjà fait qu'avant de faire l'acte sexuel, il est bloqué. Il se dit que bon, je n'aurai pas une bonne érection, je n'aurai pas une bonne qualité d'érection. Du coup, ça joue déjà. Donc ça, c'est un facteur majeur. Deuxième des choses, il y a la charge de travail. Et il y a le fait aussi qu'il faut innover. Tu es marié avec quelqu'un depuis peut-être 10 ans, 15 ans. La routine fait que la qualité de l'érection baisse. Il faut aller à l'hôtel, il faut aller à la plage, innover. Maintenant, si on se rend compte que la dysfonction érectile est d'origine mécanique, il y a des solutions. En fonction de la cause, comme j'ai dit, on va vous mettre en place le traitement adéquat. Le traitement adéquat. Si vous avez du cholestérol en excès, on va vous donner des médicaments pour baisser le cholestérol. Si c'est un problème d'obésité, vous allez faire beaucoup de sport. Si c'est un problème lié aux maladies cardiovasculaires, on va vous mettre en place un traitement. Si c'est lié au fait que vous prenez des médicaments qui font qu'il y a une baisse de l'androgène, c'est-à-dire de la testostérone, il y a aussi des médicaments. Et dans l'extrême, il y a ce qu'on appelle les sildenafil, qui sont du Viagra, mais au moins c'est à dose médicale, pas comme les ATOT qui vont créer des priapistes, qui vont créer une insuffisance rénale et plein de choses. En gros, la dysfonction érectile ne doit pas être un sujet tabou, ça se traite bien. Dès qu'on rencontre ces problèmes, il faut voir un chirurgien urologue qui va vous administrer ou qui va vous recommander le bon traitement. Est-ce qu'en dehors des médicaments aujourd'hui, est-ce qu'il existe des alternatives naturelles ou des habitudes de vie qui peuvent en fait éviter des dysfonctions Bien évidemment, faire beaucoup de sport, manger moins gras, faire beaucoup d'activités physiques, surtout ça. Donc c'est surtout lié aux mesures hygiéno-diététiques. Avoir une alimentation saine à partir de 40 ans, il faut être conscient qu'on n'aura plus la même libido qu'un jeune de 20 ans. Voilà, donc c'est vraiment de faire beaucoup d'exercices physiques, de manger sain. Voilà, et voilà, ça va aller. Super. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que tu penses que tu pourrais parler aussi du rôle du partenaire ou des deux partenaires dans la prise en charge en fait de dysfonction. Ouais, de cette dysfonction. D'accord. Donc à ce niveau, ce sera vraiment les dysfonctions érectiles d'origine psychogène qui sont dues à vraiment un stress. Donc là, la partenaire peut être un soutien. C'est-à-dire que dans le couple, il faut parler. Il faut parler, il faut dire à son partenaire que bon, là maintenant, c'est plus comme avant, je suis plus satisfait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, ensemble, ils viennent consulter, ils vont voir. Il faut qu'ils aient certaines habitudes. Comme je disais, en Afrique, les gens pensent qu'à partir d'un certain âge, on doit se délaisser. Non, il faut faire des sorties assignées, il faut changer d'air, il faut voyager, il faut aller dans des hôtels, il faut innover, il faut faire même des jeux coquins. Moi, je conseille ça à mes patients. Je conseille à mes patients de faire des jeux coquins. Ça permet de stimuler. S'il y a ce que madame ne fait pas, il y a ce que peut-être. Parce que l'une des choses qu'on demande, c'est peut-être des questions un peu déplacées. On va demander aux patients, est-ce que ça vous arrive avec tout le monde? Est-ce que vous avez combien de partenaires? Si une seule partenaire, on lui demande, est-ce que ça vous arrive à tout moment? Ça vous arrive à quelle fréquence? Est-ce que vous avez tenté d'innover? Est-ce que vous pouvez faire ça? Donc moi, je conseille souvent à mes patients de faire des jeux coquins, de pimenter un peu les choses. Donc il faut qu'il y ait une certaine complicité dans le couple. C'est à 80%, ça résout les problèmes. Ça résout les problèmes. À 80%, ça résout les problèmes et on n'est pas obligé d'utiliser des produits comme des tadalafil. Ok, super. On va aller sur le second volet ou le volet suivant de notre discussion qui concerne la prostate et la santé, la suite de la santé masculine, effectivement. Le cancer de la prostate est souvent évoqué, mais rarement bien compris. À quel âge doit-on vraiment commencer le dépistage? D'accord, vraiment, merci pour la question. Étant moi-même membre du bureau de la Société ivoirienne d'urologie, voilà, c'est un plaisir pour moi de débattre sur ce sujet. Voilà. Faut planter d'abord le décor. Il faut dire que la prostate, tous les hommes ont une prostate. De même que tout le monde a des yeux, a une tête, on est avec une prostate. La prostate est un organe. Donc, d'un point de vue topographique, je suis chirurgien, nous les chirurgiens, on aime bien l'anatomie. D'un point de vue topographique, la prostate est située en dessous de la vessie, en arrière du pubis, en avant du rectum et au-dessus du périnée. Donc, c'est un organe qui est situé à ce qu'on appelle le carrefour urogénital.
C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'en dessous de la vessie, il y a la prostate. Et entre la prostate passe ce qu'on appelle l'urètre. Au niveau de l'urètre, il y a ce qu'on appelle une sorte de rond-point. Le premier rond-point, c'est là où passe l'urine. Et l'autre, c'est là où va passer le produit de sécrétion, c'est-à-dire le sperme qui aura du spermatozoïde qui quitte du testicule. Donc, en gros, le rôle de la prostate a deux rôles. Elle permet de, comment dirais-je, la fabrication du liquide de sécrétion du spermatozoïde. C'est-à-dire que le spermatozoïde étant fabriqué dans les testicules va passer au niveau de l'épididyme, du déférent, au niveau de la vésicule séminale et de la prostate. Elles vont sécréter maintenant un liquide qui est constitué d'oligo-éléments et d'électrolytes qui vont se mélanger avec le spermatozoïde et qui va donner le sperme qu'on éjacule. Donc ça, c'est de base. Donc la prostate peut avoir 3 types de maladies. Une première maladie qui est une inflammation de cette prostate d'origine infectieuse qu'on appellera la prostatite, qui est une infection soit urinaire ou une IST, sexuellement transmissible. Donc cette prostatite est la première maladie que peut faire cette prostate et elle est très bien soignée par la prise d'antibiotiques. La deuxième maladie liée à la prostate est ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate ou de façon vulgaire la prostate que les gens ont à partir de 50 ans. Donc cette hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome de la prostate qui est une sorte de fibrome comme chez les femmes de la prostate est une augmentation du volume de la prostate qui va jouer sur la qualité de votre miction, c'est-à-dire que vous n'aurez plus une bonne miction. Comment cette maladie se manifeste? D'abord, elle se manifeste chez des sujets âgés de plus de 45 ans ou 50 ans, donc chez l'adulte jeune. Et ces premiers symptômes sont ce qu'on appelle des troubles du bas appareil urinaire. Par exemple, c'est des patients qui vont se réveiller 2 à 3 fois la nuit pour uriner, soit lorsqu'ils vont aller devant les toilettes pour uriner, ils seront obligés d'exercer une pression sur le pubis pour que l'urine sorte. Donc ça, c'est des signes annonciateurs disant que la prostate commence à dysfonctionner. Ou soit c'est des patients qui vont uriner et ils auront une sensation de vidange incomplète, qu'il y a encore des urines là-bas. Donc ça, c'est vraiment des signes. Et cette maladie-là se soigne. Elle a plusieurs stades évolutifs. Effectivement, on peut soigner les maladies prostatiques avec des médicaments, des plantes. Mais ça a certaines phases, comme j'ai dit. Mais ce qui n'est pas correct, c'est lorsqu'on dit sur les réseaux sociaux qu'avec des plantes, on guérit la prostate. Ça dépend de vous êtes à quel stade. Lorsqu'on est à un stade initial où on est seulement confronté à certains symptômes de bas appareil urinaire, comme le fait de se lever plusieurs fois la nuit pour uriner ou d'exercer une pression, on peut réellement soigner cette maladie-là en mettant ce qu'on appelle des alpha-bloquants ou des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, qui sont des produits qui vont jouer sur les muscles de contraction de cette prostate-là. Mais l'adénome de la prostate est une maladie évolutive. Dès lors qu'on va rentrer dans les phases de complications où on va se mettre en rétention, c'est-à-dire que c'est des patients qui veulent uriner n'arrivent plus à vider la vessie, on parlera de rétention. Dès lors qu'on touche ce type de complications comme les rétentions, comme les hématuries c'est la présence de sang dans les urines, ou d'autres complications comme une insuffisance rénale aiguë ou chronique, là, la prise en charge est purement chirurgicale. Et dans cette chirurgie de l'adénome de la prostate, on va faire, il y a deux moyens de faire. Maintenant, la médecine avance. Il y a ce qu'on appelle les méthodes endoscopiques, où on va prendre un appareil pour réellement raser la prostate sans ouvrir la prostate. Et avec ce résultat, on a de très bons résultats. Ou soit si le volume prostatique est trop, c'est-à-dire que si la prostate a tellement grossi, on va faire une chirurgie, on va enlever. Mais les risques de cette chirurgie-là sont que on risque de ne plus avoir des enfants. On va avoir des éjaculations rétrogrades. C'est ça la nuance. Les gens pensent que lorsque on opère un adénome de la prostate, on ne peut plus avoir de rapport sexuel. Si, on aura une bonne libido, sauf que on n'aura plus d'enfants. Mais je me dis qu'à 50 ans, 60 ans, on va déjà faire ses enfants. Ouais. Donc, au lieu de risquer de mourir, on peut se faire soigner. Maintenant, la troisième maladie, c'est le cancer de la prostate, qui est en Côte d'Ivoire, qui est devenu le premier cancer, tous sexe confondus. Avant, c'était le cancer du col de l'utérus. Maintenant, le cancer de la prostate est devenu le premier cancer, tous sexe confondus. Et c'est dommage. Parce que, par exemple, on a un ovum bleu. Mais combien de personnes savent qu'on a un ovum bleu? Donc, le cancer de la prostate est le premier cancer masculin. Du coup, c'est un cancer qui touche les personnes
âgés entre 45 ans et 50 ans. Il n'y a pas de cause. Contrairement au paludisme, où on te dit que c'est qu'un moustique te pique, que tu peux faire le paludisme. Dans le cas du cancer, il n'y a pas de cause, mais il y a des facteurs de risque. Et les facteurs de risque du cancer de la prostate, c'est quoi? C'est la race. Les sujets noirs sont susceptibles de faire le cancer de la prostate, ont plus de probabilité de faire le cancer de la prostate qu'un Européen ou un Asiatique. Donc, dès lors qu'on a entre 45 ans et 50 ans, il faut déjà commencer à faire un dépistage. Et le dépistage, c'est quoi? C'est de doser une hormone qu'on appelle la PSA, qui est l'antigène spécifique de la prostate. Donc, normalement, la valeur sanguine de la PSA, c'est entre 2 et 4. Dès lors qu'on a une PSA supérieure à 4, c'est-à-dire une valeur entre 4 et 10, on a déjà un risque modéré de faire un cancer de la prostate. Dès lors que la PSA est compris entre 10 et 20, on a un risque intermédiaire. Et lorsque la PSA est supérieure à 20, on a vraiment un risque accru de faire. Donc, la PSA n'est pas un indicateur pour dire que dès que ta PSA est élevée, tu as un cancer de la prostate, mais c'est un indicateur qui va te dire que tu as telle probabilité de faire. Donc, en fonction de ces chiffres, on peut maintenant faire d'autres examens pour approfondir, pour rechercher est-ce que réellement on fait ces maladies. Donc, en termes de dépistage, pour résumer sur le cancer de la prostate, le cancer de la prostate est le premier cancer, tous sexes confondus. Et pour le dépister, on doit faire des dosages de PSA lorsque on a 45 ans. Au moins 2 fois dans l'année, chaque 6 mois. Ok. Franchement, c'est très intéressant tout ce que tu nous dis. Hein. Et moi, je pense qu'à partir de 45 ans ou à partir 45 ans, 50 ans. Ah, 45 ans, ouais. Lorsque dans la famille, parce qu'il y a un facteur héréditaire, lorsque dans la famille, il y a certaines personnes qui ont déjà fait des maladies prostatiques, soit l'adénome de la prostate, soit un cancer de la prostate, ou 50 ans. Mais dans la partie courante ici en Afrique, j'étais pendant un bon moment à Fara, parce que Fara c'est quand même son numéro 1 en Côte d'Ivoire. Il faut dire que déjà là-bas c'est des populations, excusez-moi du thème, qui sont un peu bien éduquées. Donc c'est des gens qui font déjà des analyses très tôt parce qu'ils ont cette culture-là. Donc on s'est rendu compte que maintenant même l'âge de 45 ans n'est plutôt ça. Un peu comme l'hypertension artérielle, mais comme l'AVC, on disait que c'est la maladie des gens qui ont peut-être 40 ans. On a vu des patients de 42 ans qui avaient des cancers de la prostate. Ils ont fait un dépistage du taux de PSA, on a vu le PSA élevé, on a fait une biopsie éco-guidée, on a prélevé des carottes, on allait analyser, on a vu des cellules cancéreuses. Donc pour dire que plus le monde avance, plus les données sont en train de changer. Ouais. Les données changent. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas une maladie qui touche comme ça, on est les Américains. Donc c'est nous, dans notre réalité, ici en Afrique, on doit actualiser ces données-là. On doit mettre en place des protocoles qui s'appliquent à l'Afrique. On ne doit plus trop prendre maintenant, tenir compte de ce que les dit depuis 1900 combien, qui ne reflètent plus nos réalités. Donc c'est une petite parenthèse. Super, super. Parce qu'il y a les symptômes d'alerte qu'il ne faut pas ignorer. Malheureusement, les cancers sont silencieux. Lorsqu'un cancer commence à parler, c'est qu'il est vraiment avancé. Sinon, au stade initial, ils sont silencieux et asymptomatiques. Il y a 4 stades évolutifs, comme on appellera la classification TNM. T pour tumeur, N pour ganglion, M pour métastase. Donc, à T1, c'est vraiment un cancer qui est vraiment localisé, il est dans la prostate. Généralement, à T1, c'est des cancers qui sont asymptomatiques. C'est-à-dire que c'est peut-être un patient qui consulte pour autre chose et on découvre de façon fortuite. À T2, on est encore vraiment localisé. À T3, il va maintenant franchir ce qu'on appelle la capsule prostatique. Il va commencer maintenant à faire un envahissement loco-régional où il va toucher le rectum, la vessie et les os du patient. À ce niveau-là, il commence à être symptomatique. Là, c'est des patients qui viendront avec des douleurs au niveau du dos. Tout le temps, se plaît, ah docteur, j'ai mal au dos. Donc toi, en tant que maintenant spécialiste, ou toi peut-être en tant que médecin, tu te rends compte que c'est un patient âgé entre 45 et 50 ans qui se plaint de problèmes de dos récurrents qui sont... et tous les antalgiques, les anti-inflammatoires n'arrivent pas à peut-être régler le problème. Donc après un toucheur rectal qui va te mettre peut-être une prostate dont la consistance commence à être dure avec des nodules, tu peux commencer à t'inquiéter et te dire, vraiment le toucher rectal commence à être anormal. On demande le dosage du taux de PSA, on se rend compte que ce dosage est un peu élevé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire une biopsie, on fait d'abord une IRM multiparamétrique qui va nous montrer les éléments. Il y a ce qu'on appelle le score de Peyras. Lorsqu'on a un Peyras 4 ou 5, on demande une biopsie éco-guidée. On va prélever au moins 12 carottes
Et le diagnostic du cancer, il est vraiment histologique. C'est des cellules. Tout ce qui dit cellule dit histologie. On va faire maintenant une analyse anatomopathologique qui va nous dire que dans ces cellules-là, on a un cancer. Et ils vont nous donner le type histologique. C'est lorsqu'on a le type histologique qu'on peut penser maintenant à une thérapie. Contrairement à ce que les gens pensent, on peut guérir du cancer de la prostate. Un cancer de la prostate vite diagnostiqué, on peut guérir. Lorsqu'il est au stade T1, T2, on fait ce qu'on appelle une prostatectomie radicale ou totale avec exérèse de tout ce qui est ganglion. Parce que si aujourd'hui je vais l'attaquer Yamsoko, il faut qu'il y ait une route pour que j'aille à Yamsoko. Mais si toutes ces routes sont détruites, je vais attaquer Yamsoko comment? Donc, dans les cas de cancer de la prostate vraiment localisé, lorsqu'on fait l'exérèse de cette prostate-là, on va aussi enlever tout ce qui est relais ganglionnaire parce que c'est par là que ces cellules-là vont passer pour aller attaquer les autres organes. Ce qui est dangereux dans le cancer, c'est que c'est une maladie qui ne reste pas sur place. Un cancer localisé, une tumeur localisée, on peut toujours la traiter, toujours la guérir. Elle commence à être un problème lorsqu'elle commence à attaquer les organes du voisinage. On parlera de cancer locaux avancé, de cancer métastatique, lorsqu'elle va attaquer les organes vraiment un peu lointains. Donc, un cancer de la prostate vite diagnostiqué peut être guéri. Super, super. Est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui de prévenir ou de retarder les pathologies prostatiques? Bien sûr. Dans le cas du cancer, par exemple, c'est de faire le dosage du taux de PSA régulièrement. Dès qu'on a 45 ans, entre 45 ans et 50 ans, il ne faut pas se faire prier. Un peu comme on a pour réflexe de se brosser les dents, pour que chaque 6 mois, on parte faire un dosage du taux de PSA. Ça doit être systématique. On ne peut pas faire un dépistage de masse. Mais je pense que c'est une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité. Tu sais que tu as un âge avancé, fais-toi dépister, ça ne coûte rien. Le dosage du taux du PSA maintenant dans certains hôpitaux, c'est 15 000. Donc avec 15 000 francs chaque 6 mois, c'est pas cher payé. Ouais, chaque 6 mois quand même. C'est pas cher payé. Sachant que plus vite il est détecté, mieux on peut le traiter. Non, il n'y a pas de vaccin. Malheureusement, il n'y a pas de vaccin pour dire que bon, on va prendre ça pour avoir une immunité. Mais c'est vraiment d'avoir un comportement vraiment raisonnable et de se faire dépister régulièrement. Comment aujourd'hui sensibiliser efficacement les hommes, et notamment les hommes d'origine africaine, mais les hommes africains face à ces différentes réalités-là? Malheureusement, les Africains n'aiment pas faire un bilan de santé. Donc, c'est vraiment pas ce genre de canaux que nous, en tant que jeunes médecins, jeunes urologues, qui essayons vraiment de redynamiser les choses. Par exemple, la Société nationale d'urologie, avec notre président, professeur Fofana, qui est vraiment très dynamique, qui essaie de bousculer les choses. Qui effectue beaucoup de voyages, qui touche pour que les tests ce soit une problématique africaine. Non pas seulement la Côte d'Ivoire, mais que tous les Africains, les urologues africains s'asseyent et réfléchissent pour mettre en place des stratégies. Maintenant, on se balade, on sort, on parle. Et ça, c'est vraiment sous l'impulsion du professeur Fofana, qui, la dernière fois, on était à Bobo, où une ONG américaine organisait quelque chose, on a consulté gratuitement, on a sensibilisé. Donc, c'est vraiment par la sensibilisation. On n'est pas nombreux. Nous sommes moins de 100 urologues pour 30 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que vous soyez nos relais. Il faut que les médias, il faut que les personnes puissent relayer les choses, disent que voici ce qu'il faut faire. À 45 ans, 50 ans, il faut se faire dépister. Non, ne croyez pas tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. On guérit et on traite bien les maladies prostatiques. Vu tôt, pris en charge tôt, on peut guérir. Super, super. En tout cas, on évolue un peu dans notre discussion. La partie hémorroïdes et surtout sexualité aussi masculine, toujours. Hein. Est-ce que on pense souvent que les hémorroïdes sont sans gravité? En tant qu'urologue aujourd'hui, quel regard portes-tu sur ce sujet? Bon, déjà, il faut dire que l'hémorroïde n'est pas lié à la qualité de notre vie sexuelle. Ça, les gens, c'est pas, il y a un code, je sais pas pourquoi les gens pensent ça. C'est vraiment c'est peut-être culturel, hein? Vraiment pas lié. Les hémorroïdes, c'est une inflammation de certains vaisseaux qui sont dans les rectums. Et ces hémorroïdes-là, ces vaisseaux-là, ils peuvent avoir une rupture des varices qui vont saigner. Voilà. Donc, si on veut même essayer de se rapprocher d'un point de vue urologique, il y a ce qu'on appelle les prolapsus. Donc, les prolapsus, c'est lorsque un organe va s'extérioriser. Dans le cas du rectum, c'est la rectocèle. Dans certaines hémorroïdes, on a une rectocèle où
on aura vraiment cette cavité-là qui va s'extérioriser. Mais elle n'aura aucun impact sur notre sexualité. C'est-à-dire que la sexualité était liée à 2 choses. Le facteur androgénique avec la production excessive de testostérone. Les testostérones sont produits par les testicules. Les testicules sont tellement loin du rectum. Donc, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de lien, en fait. Il n'y a pas de lien. Voilà. Super, il n'y a vraiment pas de lien. Franchement, j'espère que tout le monde comprend ce fait. Lorsqu'on a une hémorroïde, il ne faut pas rester à la maison. Il faut aller voir un proctologue. C'est eux qui soignent ça. Et ça se soigne bien. On fait des interventions maintenant pour les hémorroïdes. Ça se passe bien. Super. Quelles sont les solutions médicales actuelles pour soulager durablement ces troubles, en fait? C'est quoi, les interventions? Non, pour l'hémorroïde, non, il y a ce qu'on appelle les vénotoniques. Pour ne pas faire de publicité de marque, mais il y a des vénotoniques qu'on donne. Donc, il y a plusieurs médicaments qu'on donne qui peuvent calmer. Mais lorsque ces hémorroïdes atteignent vraiment le stade 4, où c'est vraiment comme maintenant des prolapsus, là, il faut faire une opération. Non, lorsque c'est des hémorroïdes internes, on met ces vénotoniques qui vont régler tous les problèmes liés au saignement et à l'hémorragie. On peut mettre aussi des anti-inflammatoires pour calmer la douleur. Super. Et aujourd'hui, quel impact en fait peuvent avoir ces affections sur la vie quotidienne de l'homme, professionnellement ou physiquement? Bon, c'est vraiment gênant. C'est gênant, c'est devenu vraiment un problème de santé publique majeur, en ce sens que ces personnes qui ont ça, à la limite, cachent. À la limite, c'est gênant, c'est honteux. Un peu comme les cystocèles, mais les fistules chez les femmes. Vous savez, quand on accouche beaucoup de nos sociétés, on était par exemple à Guiglo, on avait une dame qui perdait les selles par le vagin. Elle avait un prolapsus vaginoscrotal, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être une fissure plutôt, une communication entre son vagin et, comment dirais-je, même le rectum. Et ça se produit lorsque c'est des femmes qui accouchent plusieurs fois, par voie basse, elles poussent beaucoup. Donc ces femmes-là sont écartées un peu de la société. C'est un peu souvent le cas des hémorroïdes. Les gens qui ont ça sont tellement gênés, ils ont tellement honte d'en parler, ils en font tellement un sujet tabou qu'ils souffrent. Ça ne doit plus être un sujet tabou. Au XXIe siècle, aucune maladie doit être un sujet tabou. Même lorsqu'on est immunodéprimé, lorsque même on est séropositif. Maintenant, il y a des antirétroviraux. Quand tu penses ça, pendant 6 mois, ta charge virale est nulle. Donc pourquoi avoir honte? C'est le fait d'avoir honte qui fait même que tu vas souffrir, tu vas te tuer. Donc c'est vraiment d'en parler, de ne pas, quelle que soit la maladie, qu'on ait une dysfonction érectile, qu'on ait un trouble de la prostate, qu'on ait une hémorroïde, qu'on ait n'importe quelle maladie, il faut s'adresser au personnel de santé vraiment adéquat, aux médecins spécialistes pour prendre ça en charge. Ça ne doit plus être vraiment un sujet tabou en Afrique au XXIe siècle. Super. En tout cas, merci pour ces conseils. Aujourd'hui, quels sont les conseils pratiques pour prévenir clairement les dysfonctions érectiles, les troubles prostatiques ou autres affections urologiques de nos jours? Pour commencer d'abord par les troubles érectiles, en tant que jeune, il faut éviter les affaires d'atoté là. Les atotés, c'est des... Bon, je sais pas, c'est des boissons que les gens prennent pour tuer. Non, tu n'as pas. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Pour quelqu'un qui travaille, qui est occupé lui-même, il va s'en dire que bon, c'est pas une finalité quoi. Parce que ça nous cause beaucoup de priapisme. On reçoit beaucoup de priapisme au service d'urologie. Et malheureusement, c'est des personnes qui ne viennent pas vite. Alors que c'est une urgence chirurgicale qui doit être prise en charge avant les 6 heures. Tu arrives après les 6 heures, il y a des risques de dysfonction érectile. Deuxième des choses, il faut avoir une bonne alimentation, une alimentation équilibrée, arrêter de manger gras. Il faut faire beaucoup de sport. Ça, c'est dans le cadre des problèmes liés des maladies érectiles. Pour les maladies prostatiques, c'est d'abord de boire beaucoup d'eau. Le premier médicament du rein, c'est l'eau. Et c'est de vraiment consulter un urologue dès qu'on a des petits bobos. Lorsqu'il y a une infection urinaire, il faut consulter un urologue. C'est des choses qu'on néglige. Une infection urinaire mal prise en charge peut créer une infertilité. Donc, dès lors qu'on a des petits bobos, il faut consulter à chaque fois un urologue, que ce soit une infection, que ce soit une prostatite, que ce soit des problèmes liés à la qualité de votre miction. Il faut consulter. Il ne faut pas faire comme les vieux qui restent 5 ans à la maison avec des problèmes liés à la prostate. Ils viennent lorsque c'est vraiment arrivé dans un tableau de complications. Le chirurgien, il aime les chirurgies planifiées.
il est à l'aise et ça. Mais quand vous arrivez en urgence où il doit vous opérer en urgence, il est embêté. Il n'a pas le temps de bien préparer son malade, il n'a pas le temps de bien préparer sa chirurgie. Après, vous direz que quand on se fait opérer de ça, il y a des complications. Non, il faut avoir une attitude responsable. Lorsque on sent les premiers symptômes annonciateurs, qu'on a entre 40 et 50 ans, qu'on se lève 2 à 3 fois dans la nuit, on doit consulter un neurologue. Quand on a entre 40 et 50 ans, on doit faire un dépistage systématique de la PSA 2 fois dans l'année. Ça ne coûte rien chaque 6 mois. Ça ne coûte rien et ça peut vous sauver la vie. Super. Moi, je pensais au fait que, est-ce que c'est pas lié au coût aussi de prise en charge des prix, les consultations? Non, les consultations ne sont pas chères. Au public, les consultations sont à 10 000. Maintenant, dans les établissements privés, ça 10 000 francs CFA. Non, 5 000 francs CFA. Au CHU, c'est 5 000 francs CFA. 5 000 francs la consultation en consultation externe. Dans certains établissements privés, ça peut aller entre 15 000 et 25 000. Si tu es assuré, ça passe. Maintenant, c'est la prise en charge chirurgicale qui, honnêtement, est encore un peu coûteux. Mais c'est à peu près une tranche. Ça dépend. Pour les chirurgies prostatiques par voie endoscopique, on peut aller entre 1 million et 1,5 million. Ça fait beaucoup quand même, oui, pour un individu lambda. Non. Mais aussi, il faut dire que maintenant, on tend à aller vers la chirurgie mini-invasive en Côte d'Ivoire. En Europe, ça se fait. En Europe, ils ont dépassé le stade de l'endoscopie. Ils sont à l'embolisation, ils sont à la robotique. C'est du matériel qui est coûteux. Qui est coûteux, malheureusement, il commence à en avoir dans nos établissements publics, mais c'est un matériel coûteux. Et comme on le dit, c'est une chirurgie vraiment mini-invasive où il n'y a pas d'incision, c'est vraiment robot assisté, mais c'est vraiment avec des machines, avec l'endoscope. On tend vers la fin de notre discussion. Moi, j'ai envie de poser une question. Aujourd'hui, comment renforcer la culture de la prévention masculine, surtout en Afrique francophone? C'est vraiment les échanges. D'accord. C'est vraiment on griffe la sensibilisation, parler. Comme j'ai dit, notre plus grand ennemi, c'est la désinformation. C'est la désinformation sur les réseaux sociaux. Maintenant, avec l'avènement des NTIC, tout le monde parle. Il faudrait que nous aussi, praticiens de santé, on puisse aussi utiliser ces canaux à bon escient. Malheureusement, on ne le fait pas. Combien de personnes viennent expliquer les choses comme ça? On est toujours caché derrière notre bureau en consultation, on parle. Mais non, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une vulgarisation de l'information. Il faut que les gens soient sensibilisés. Il faut qu'on utilise aussi les canaux. Bien sûr. Les canaux pour informer les gens. Que ce soit TikTok, que ce soit... Il faut qu'on informe, on parle. Il y a tellement de désinformation et on prend les médecins pour des diables. Et on est vraiment confronté à ce problème. Les gens ne savent pas comment le système sanitaire ici en Côte d'Ivoire marche. Ils ne savent pas. Pour eux, tout est comme ça. C'est pas comme en Europe où il y a la sécurité sociale. Dans certains établissements, on est encore au stade où toi-même tu es obligé de chercher de pendre tes gants. Moi, j'ai été confronté à un truc comme ça, même hier lors de ma garde. Je vois un patient que je viens voir, je viens donner un avis. Je dois faire des soins. Le patient n'a aucun médicament. Il me dit, docteur L, il me dit, mais comment je peux t'aider? L'aide que je peux t'apporter, c'est de venir te donner mon savoir et mon savoir-faire. Mais si tu n'as pas de matériel, comment je te traite? Donc, on est encore confronté à ce problème-là, à nos réalités. Donc, on doit sensibiliser, faire beaucoup d'échanges, parler, dire aux gens, voici comment les choses sont, arrêtez de croire ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Si vous avez un problème, voyez un spécialiste. En Côte d'Ivoire, la médecine est quand même avancée. La médecine est avancée. Nous faisons partie des rares pays de l'Afrique subsaharienne. On fait par exemple les transplantations d'organes. Nous sommes à 78 transplantations de reins. Ça ne se fait pas dans les autres pays de la sous-région. En termes de pathologie urologique, en termes de lithiase urinaire, ici, on fait la fragmentation au laser. Dans l'Afrique de l'Ouest francophone, à part le Sénégal, c'est nous ceux qui le faisons. Et j'ai suivi une émission récemment, les Sénégalais se vantaient. Maintenant, on fait la fragmentation de calcul laser. Nous, on le fait depuis 5 ans en Côte d'Ivoire. Mais si les gens le savent. Il faut qu'on le dise. La médecine évolue en Côte d'Ivoire. On a du matériel de dernière génération. On a des médecins très bien formés qui peuvent faire les choses. On n'a pas besoin d'aller se opérer en Europe à 10 000 euros, 15 000 euros, alors qu'on le fait bien ici. Il faut juste avoir confiance en nos médecins. Et peut-être, c'est trouver des moyens, mais là maintenant ça devient politique pour que l'État puisse subventionner certaines pratiques. Je pense que si tu payes ton matériel et que vraiment il y a certaines subventions,
Tu vas plus fixer le prix là, peut-être nous en 1,5 million si l'État subventionne un peu. Donc c'est vraiment un peu ça. Franchement, moi j'ai pris plaisir à discuter avec toi. Plaisir partagé. Est-ce qu'aujourd'hui, si il y a un étudiant ou tu pourrais donner un mot d'encouragement à un étudiant qui est en parcours, en première année aujourd'hui de médecine, qui souhaiterait suivre tes pas. Il y a moins de 100 urologues pour 30 millions d'habitants. Donc le marché est là. Marché est là. Venez faire l'urologie. C'est vrai que c'est vaste, c'est un peu compliqué parce qu'on travaille sur beaucoup d'organes. Mais voilà, faut juste bosser, et puis ça va aller. Super. Ne pas se ménager. Tu te donnes des objectifs à atteindre et tu te donnes les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Super. Après, quand tu seras à un certain niveau, tu auras le temps de te reposer. Mais là, bien sûr, il faut juste bosser fort et puis être dynamique, savoir ce qu'on veut et puis se donner les moyens vraiment de pouvoir les avoir. Super. Parce que la spécialisation, c'est après les 8 années de médecine. Après les 8 années de doctorat, on fait maintenant un probatoire. Quand tu valides le probatoire, là tu fais maintenant 5 ans. Attends, du coup, est-ce que tu te spécialises du coup pendant ton doctorat ou comment ça se passe? Pendant le doctorat, tu fais un peu de tout. C'est là, tu touches un peu de tout. Quand tu sors, tu es généraliste. Tu es généraliste. Tu vois, le système français CAMES, par exemple, chez les Américains, c'est pas comme ça. On fait ce qu'on appelle la fac de médecine. Quand tu sors de la fac de médecine, tu fais l'internat. D'accord. Après l'internat, l'internat, c'est un peu la pratique. Oui. Après, maintenant, quand tu es résident, tu choisis ce que tu veux faire. Dans le résidence, quand tu finis ton résidence, tu sors, tu es pédiatre, tu es orthopédiste, tu es médecin interne. Voilà. Eux, le médecin généraliste, ils ne connaissent pas ça. Oui, effectivement. Donc, si tu as fait les 8 ans de doctorat, tu vas te taper tout ça. Après, maintenant, tu vas faire une spécialité encore. Soit 4 ans, soit 5 ans. Super. Alors, aujourd'hui, si un jeune ou un individu lambda, un citoyen lambda ivoirien souhaiterait se faire consulter chez toi, où est-ce qu'il peut te trouver? Dans quelle clinique? Où est-ce qu'il peut te trouver? D'accord, comme j'ai dit d'entrée de jeu, je suis au CHU de Treichville. CHU de Treichville, oui. Il y a aussi la clinique Hoffman qui est à Hongrie où je suis l'urologue de là-bas. Et on est un peu partout. Voilà. Donc, au besoin, on peut voir en fonction de sa zone géographique, on peut essayer de voir. D'accord. Est-ce que tu as un contact professionnel ou un mail professionnel sur lequel... le contact professionnel, le 05 76 30 68 03. D'accord, super. C'est le numéro professionnel. Super, c'est bien noté. Super. En tout cas, merci beaucoup, Dr Gueux. J'ai appris beaucoup. Franchement, j'étais très attentif. Et merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez appris également avec nous. Et franchement, je te remercie encore. Je ne cesserai pas de te remercier. Et merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt pour un autre épisode. Si vous avez aimé cet épisode, merci de le partager au maximum, de continuer aussi à vous intéresser à ce qu'on produit, à ce qu'on vous propose. Et merci de le partager autour de vous. Merci d'avoir suivi cet épisode de Voix d'influence. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt.